Bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais évoquer l'argent, la monnaie, et je voulais me poser la question de en quoi consiste l'argent dont nous disposons actuellement? Comment ça fonctionne? Et est-ce que cet argent est réel? Alors, dans un premier temps, je voulais citer une phrase générale sur qu'est-ce que l'économie attribue comme rôle à la monnaie. Donc elle lui en attribue trois. La monnaie est une façon de compter, de mesurer la valeur. C'est le premier élément. Deuxièmement, elle permet d'échanger des biens et des services. Et en troisièmement, elle nous permet d'avoir une réserve d'argent, de capital, pour un usage futur. Donc globalement, elle a ces trois points. Ça permet d'avoir quelque chose de juste pour échanger et éventuellement, si on veut prendre son temps, pour se garder de côté et ensuite réinvestir cet argent. Donc, c'est comme ça. Ça fonctionne autour de ces trois points. Maintenant, les deux formes d'argent que nous utilisons aujourd'hui. Non, qui circulent, pas qui circulent, mais les deux formes d'argent d'aujourd'hui. Alors, donc la monnaie se divise tout simplement en deux entités bien distinctes. L'argent réel et l'argent sous forme de reconnaissance de dette. La monnaie centrale est la partie réelle de l'économie est partagée entre banques centrales et banques privées secondaires. Ces deux entités étant évidemment dirigées par des gens non élus. En dessous, on trouve la monnaie scripturale privée, terme un peu savant pour désigner l'argent que vous avez en banque par vos revenus, sur vos comptes courants, additionnés à vos prêts. La monnaie et bien sûr vos placements, etc. La monnaie papier en espèces est une autre forme de reconnaissance de dette de la banque, bien qu'on puisse la toucher, elle est tout aussi virtuelle. Tout l'argent que nous croyons posséder ne sera jamais d'autre forme que d'une reconnaissance de dette en monnaie centrale. Jamais nous n'avons d'argent réel entre nos mains. À tout moment, une banque peut décider que notre argent sur un compte ne vaut rien. Alors, donc une chose que je voulais définir maintenant, c'est comment se déroule un prêt. Alors, vous allez voir votre banque nationale, privée ou dite banque secondaire. Donc ça va être de la forme Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Société Générale, etc., Crédit Lyonnais, ou si c'est un prêt à la consommation, ça peut être des filiales de ces grandes banques que sont CTLM, Cofidis, etc. Ils ont pour unique but le profit, bien évidemment. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est prendre en compte vos revenus, vos capacités de remboursement, etc. On va passer sur ça, on va se dire, le prêt, il est accepté. Donc là, ce que fait la banque, c'est qu'elle crée ex nihilo de la monnaie scripturale privée. Ce que ça veut dire en gros, c'est qu'ils écrivent sur le PC la somme que vous voulez, et voilà. Il y a 10 000 euros sur votre compte, de nulle part. C'est juste rentrer dans la machine, pof, 10 000 euros. Ensuite, vous remboursez, et au fur et à mesure, l'argent qui avait été créé temporairement disparaît. C'est-à-dire que les 10 000 euros, vous en remboursez 500, paf, il n'y a plus que 9 500 euros qui existent. Et au fur et à mesure, tout cet argent disparaît. Rassurez-vous, les banques gardent les intérêts. Donc ensuite, les grosses banques sont cataloguées autour de ce cadre. La plus grosse des banques, c'est la BRI, c'est la Banque centrale des banques centrales. Elle est située à Bâle, en Suisse. Un joli bâtiment, magnifique. Ça vaut le détour, hein. Je vous invite à regarder les photos sur internet. C'est un joli bâtiment. C'est elle qui donne les fameux taux directeurs. Et c'est elle qui est chargée d'émettre la monnaie papier. Alors le taux directeur est le taux d'intérêt auquel les autres banques centrales peuvent prêter aux États.
soi-disant pour maintenir la valeur de la monnaie centrale et pour éviter tout risque d'inflation, etc. Parmi les banques centrales qui lui obéissent, je cite dans mon petit schéma, la Fed, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne, mais il y en a une par État en gros. C'est un business qui est très très lucratif. Toutes ces banques centrales sont dirigées par des gens non élus. Ils ont en gros les pleins pouvoirs. Légèrement flippant. Alors maintenant, je vais essayer de définir ce qu'est la monnaie en circulation. Alors déjà, donc la monnaie qui fait l'économie réellement. Donc la monnaie en circulation, déjà, elle est garantie par l'État. On parle de monnaie fiduciaire. Je rappelle quand même que l'État n'est pas celui qui émet la monnaie, n'est pas celui qui en contrôle à la façon dont elle est prêtée, n'est rien en fait. Il a subi la monnaie, tout simplement. Donc la monnaie en circulation se subdivise en deux. Il y a la monnaie centrale papier, donc ce sont les espèces qui sont émises par les banques centrales. Ensuite, on a la monnaie scripturale privée, qui est donc la monnaie qui est sur vos comptes, et qui est formée par les prêts. Donc les prêts, comme je vous l'ai dit, sont de l'argent virtuel, mais c'est sur cet argent qu'on se base, et c'est surtout eux qui représentent la plus grosse part de l'argent en circulation. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de prêt, il n'y a presque pas d'argent en circulation, donc c'est la grosse merde. Donc on vous invite très souvent à prêter à tort et à travers. Vous comprendrez peut-être pourquoi avec ça. Donc maintenant, ces deux monnaies sont légiférées et maintenues par la justice et la police qui assurent la sécurité de la monnaie. C'est ce qu'il a. L'État défend la légalisation de monnaie pour toucher les taxes dont il vit. Les banques touchent donc l'argent sans se mouiller, tout bénef. L'argent de l'État n'est donc pas ou peu en monnaie centrale, mais principalement en monnaie scripturale privée, puisqu'il le touche par les taxes. Ne vous attendez pas à voir les organes de l'État légiférer le système bancaire, c'est contre leur intérêt, contre son intérêt. Alors maintenant, je voulais revenir sur les accords de Bretton Woods. Ce sont des accords au sortir de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Donc, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un accord monétaire est trouvé. Il y a une délégation de chaque État qui a amené cet accord. On prend pour valeur une once d'or vaut 35 $, donc une once d'or, c'est l'équivalent, grosso modo, d'une dent en or, en taille. Cette once d'or vaut 35 $, et le dollar est la monnaie des échanges internationaux, la seule et unique monnaie des échanges internationaux. Si deux États veulent se transférer de l'argent, ils le font en dollars. De là à dire que les USA sont les grands gagnants de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a qu'un pas. Par cet accord, les USA profitent de la faiblesse généralisée. L'Europe en crise, endettée évidemment, détruite par la guerre. À ce moment-là, les USA ont les 2/3 de l'or mondial. Ils prennent le contrôle pur et simple de l'économie du bloc de l'Ouest, en tout cas. On notera que deux institutions ont vu le jour avec ces accords, le FMI, donc le Fonds monétaire international, qui existe toujours, et la BIRD, qui était un fonds d'aide au développement, enfin, pour aider les pays qui a fondu avec 4 autres institutions, dans ce qu'on appelle la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale, au final, est le FMI américain. Donc ce sont des groupes d'investissement en fait qui vont aider les États, soi-disant, à créer de l'économie, etc. Bon, évidemment, ce sont des prêts avec intérêt. Le FMI est élu par les gouverneurs. Le chef du FMI est élu par les gouverneurs européens et le chef de la Banque mondiale est élu par des gouverneurs américains. Donc
tard, les États-Unis, en 1971, sous Nixon, vont carrément annuler l'étalonnage sur l'or. Le dollar est à lui seul la valeur étalon. C'est-à-dire qu'on se base sur une monnaie fluctuante comme base de l'économie mondiale. Ça ne dérange personne. Mais 2 ans après, quand même, ils vont revenir là-dessus et ils vont faire un semblant d'étalon qui est donné avec le pétrodollar. Bon, ils peuvent faire la guêpe, les Américains possèdent pas mal de pétrole à ce moment-là, et ils sont dans leur pic. C'est le moment où leur pétrole est le plus fort, donc c'est pour ça qu'ils ont basé la monnaie sur leur force, encore une fois. Vous noterez peut-être le lien avec quelques annexions et pressions des États-Unis sur des pays pétroliers, bien sûr, pour la lutte contre le terrorisme et pour la démocratie. Alors ensuite, j'aimerais évoquer le traité de Maastricht. Même si Pompidou, qui est quand même un des anciens patrons de la banque Rothschild, Giscard avait en janvier 1973 mis la première pierre à l'édifice en interdisant à la France d'émettre sa propre monnaie, sous couvert de risque d'inflation. Alors cette information est à prendre avec des pincettes, puisqu'apparemment la loi que Giscard et Pompidou ont réécrite en 73 était déjà promulguée en 67, et même si elle est devenue plus claire dans ce texte-là, elle existait déjà. Bon. Cela étant, le traité de Maastricht a été le coup final en 1992. Comme dit Seguin, qui était évidemment défavorable à Maastricht, la droite et la gauche sont les détaillants du même grossiste, l'Europe. Donc, tous les États de l'Europe perdent le droit d'émettre leur propre monnaie par traité. On n'est plus les seuls, cool, maintenant, tous les Européens sont dans le même panier. Nous avons perdu toute souveraineté économique. Le pouvoir de dévaluer ou réévaluer la monnaie est un outil politique vital pour se sortir de crise. Ça permet de faire un système de vase communicant qui peut sauver les miches plusieurs fois. Bon. L'Union européenne, aujourd'hui, avec 28 États, est un micmac. De nombreux intérêts s'entrechoquent sans jamais pouvoir s'entendre. Les arbitres comptent les points et prennent des décisions qui les arrangent. La démocratie européenne est désormais une vaste illusion. Les arbitres sont des gens non élus avec des intérêts privés.